Bienvenue à tous pour ce webinaire donc, qui est autour de l'entreprise DotDot et de son service numérique sur lequel on a fait une évaluation de son empreinte environnementale. Donc ça va durer 45 minutes. Euh, donc à la fin, niveau logistique, pour toutes les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans l'onglet de questions-réponses de la plateforme Teams. Et à savoir que par la suite, on vous enverra un lien du replay, ainsi que la présentation, ainsi que le support qu'on a utilisé pour aujourd'hui. Alors, ce webinaire va se dérouler en 4 temps. On va faire tout d'abord une introduction sur nous, donc Ginkgo 21, qui a accompagné l'entreprise DotDot. Sera l'occasion de parler du service, du produit et du service de DotDot. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet de tout ce qui concerne l'impact environnemental, on fera un bref contexte sur l'impact environnemental du numérique. Et puis enfin, les parties qui, je pense, vous intéresseront le plus on décrira comment on a mené une analyse environnementale sur le service de DotDot via une analyse de cycle de vie. Et enfin, on pourra parler de toutes les lignes directrices et les pistes d'éco-conception qui vont pouvoir être mises en œuvre au niveau de DotDot. Alors, pour commencer, nous serons deux pour animer ce webinaire. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Marc Hainaut. Donc, je travaille depuis 4 ans chez Ginkgo 21. Donc, j'ai travaillé 15 ans dans l'électronique, puis je me suis reconverti dans l'éco-conception et aujourd'hui, voilà, je suis consultant éco-conception chez Ginkgo 21 avec la casquette numérique responsable. Et Christophe, Bonjour. Oui, merci Marc. Bonjour Christophe Bureau. Moi, je suis cofondateur et président de la société DotDot, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans les slides qui viennent. Hmm. Et on va commencer par Ginkgo 21. Donc nous, Ginkgo 21, en fait, on a un cabinet de conseil en éco-conception et on a accompagné Christophe et l'entreprise DotDot à l'évaluation de leur service numérique. Pour présenter Ginkgo en quelques secondes, donc nous, en fait, principalement, on fait de la mesure environnementale via la méthodologie de l'ACV, l'analyse de cycle de vie dont on va pouvoir parler après. Également, on aide les entreprises à améliorer leur performance environnementale via l'éco-conception et l'éco-innovation. Également, on aide à impulser les entreprises à de nouveaux business models, notamment via de l'économie circulaire. Et enfin, on fait de la formation et puis de l'accompagnement, tout ce qui concerne le facteur humain, via notamment la fresque de l'éco-anxiété par rapport à tout ce qui est environnemental. Et Christophe, je vais te laisser la main pour présenter DotDot. Très bien, merci Marc. Donc DotDot, c'est une société qui a été créée en 2021. C'est très largement une société qui est une startup Covid. On avait une activité un petit peu de temps, comme beaucoup de monde, pendant cette période-là. Et c'est aujourd'hui une société qui développe et qui commercialise des répéteurs Wi-Fi et des logiciels embarqués qui créent des réseaux Wi-Fi sans infrastructure. C'est une manière d'arriver à étendre l'accès à Internet sans avoir à construire de nouvelles infrastructures. Et en fait, on peut trouver des opportunités de ce genre d'extension de l'accès à Internet, aussi bien auprès des particuliers qu'auprès des entreprises dans les secteurs de la défense, du génie civil et de l'industrie automobile. On a eu différents prix d'innovation, que ce soit Inaval, le SOFLab et le Salon des forces spéciales dans le domaine de la défense. Et ce qui nous a rapprochés et qui finalement nous a amené à avoir ce webinaire aujourd'hui, c'est notre incubation à la refactory du groupe Renault à l'usine de Flins, qui est dans le cadre du programme The Future is Neutral et qui est spécialisé dans l'économie circulaire. Donc c'est là qu'on a fait nos premières armes sur le sujet et qu'on a pris conscience aussi d'un certain nombre d'éléments qui ont légitimé à la fois l'analyse qui a été faite par Ginkgo 21 et comme vous allez le voir, certaines des pistes d'innovation qui définissent finalement le périmètre de l'activité de DotBot. Euh, on va parler beaucoup de notre premier cas d'usage aujourd'hui, puisque c'est celui qui avait motivé l'étude.
Et c'est un cas d'usage de partage de gigas directement entre particuliers. Il s'agit de revendre ces gigas, en gros, entre particuliers. Et on a eu un CES Innovation Award à Las Vegas en 2025, ainsi que la médaille d'or du concours Lépine. Ce que vous voyez à droite, c'est la carte datant d'il y a 2 jours, qui montre à peu près l'extension du service tel qu'on va le décrire dans les slides qui viennent. Donc, au total, ça représente à peu près 5000 utilisateurs, un peu plus de 5000 utilisateurs, qui aujourd'hui sont des gens qui utilisent le service de partage de gigas entre particuliers tel que vous allez le voir. Page suivante, Marc, s'il te plaît. Pour décrire le service DotDot, c'est essentiellement comme un partage de gigas, je dirais, à peu près traditionnel, avec quelques caractéristiques supplémentaires. Numéro 1, il est anonyme, alors que normalement, quand on partage sa connexion de téléphone, on est amené à donner le nom de son téléphone et puis ensuite, on est amené à partager son mot de passe de connexion. Et bien là, pas besoin de partage de connexion. Vous ouvrez votre téléphone. Si vous voyez un réseau Wi-Fi qui s'appelle DotDot, c'est que dans vos 100 mètres, il y a quelqu'un qui est en train de partager ces gigas. Et via l'appli que vous voyez à droite, vous tombez sur une appli biface. J'en achète, j'en vends. Et donc, c'est assez simple de comprendre de quel côté vous vous situez. Le doteur, parce qu'on a un petit vocabulaire qui est associé à l'utilisation du service, le doteur est celui qui va détenir un abonnement mobile et qui va en tout anonymat partager ses gigas pour pouvoir obtenir cet anonymat, pour pouvoir éventuellement monétiser, ce qui sera son choix de le faire ou de ne pas le faire, et ensuite pour pouvoir avoir un degré de sécurité supplémentaire par rapport au partage de gigas, il a besoin d'un petit boîtier DOT que vous voyez sur l'image qui est sur l'écran de l'appli. Ça lui permet dans la pratique d'amortir son forfait via un usage solidaire, puisque lui, il promeut un accès à Internet à la demande où il n'y a pas besoin de faire d'abonnement. Le doté sera toute personne avec ou sans abonnement et qui va pouvoir utiliser les réseaux Wi-Fi DotDot qu'il va découvrir à différents endroits. Il va pouvoir s'y connecter, soit y avoir accès gratuitement si le doteur a lui-même partagé ses gigas gratuitement, soit moyennant quelques centimes d'euros à raison d'un prix de 1 euro le giga. Donc ça permet d'avoir un accès à Internet à la demande, de ne pas s'engager sur des abonnements, et ce qui correspond à la réalité d'environ entre 15 et 20% de la population aujourd'hui, qui sont des personnes qui ne sont pas couvertes par les abonnements traditionnels de la téléphonie mobile. Le DOT, c'est le petit boîtier Wi-Fi de poche. Seul le doteur a besoin d'avoir un DOT, parce que c'est lui qui va fixer finalement le micro-réseau qui va se développer entre le doteur et les différents dotés qui peuvent se connecter. L'impact social est réel. 61% des abonnés français disposent de plus de 100 gigas par mois et n'en consomment qu'une vingtaine en moyenne. Et comme je vous le disais, environ 15 à 20% de la population aujourd'hui ne dispose pas d'un abonnement, voire pas du tout d'accès à Internet. Vous pouvez retrouver des informations sur la totalité du service sur le lien qui est en bas et qui a été mis aussi dans le chat, partagezvosgigas.fr et qui vous donnera toutes les informations. Ça, c'est la description du produit et du service. Donc, le petit boîtier qui contient une carte électronique avec un microcontrôleur à l'intérieur. On a cherché à faire un dispositif dès le départ qui était un dispositif pour le consommateur en ressources informatiques, qui avait un approvisionnement qui était facilité. Il y a une petite batterie qui est utilisée et qui permet d'assurer une autonomie d'environ 20 heures. Et c'est ce petit boîtier là qui est construit en impression 3D dans les versions d'origine et qui est un boîtier en plastique. Et c'est ce petit boîtier qui permet de construire le réseau Wi-Fi. Donc, lorsque l'appairage est fait avec le téléphone du doteur, un réseau Wi-Fi #DotDot est créé. Comme il y a un petit hashtag devant, il apparaît toujours en tête de liste des Wi-Fi environnants. Le service est celui qui est porté par l'application. Et vous voyez un petit schéma, la personne en vert, que nous appelons Amélie dans notre jargon, et ce que vous verrez sur le site Internet, partage ses gigas autour d'elle et dans un rayon de 100 mètres, sans savoir que c'est elle qui partage, n'importe qui peut se connecter moyennant la connexion sur le réseau Wi-Fi DotDot. Voilà. Donc ensuite, la monétisation, elle est intrinsèque à l'appli. C'est le doteur qui décide de monétiser ou pas. Il s'installe, il décide, voilà, je vais m'installer, je vais rester là pendant à peu près 2-3 heures.
je vais indiquer à tout le monde que je suis là pendant 3 heures et je vais aujourd'hui décider que je partage mes gigas à titre onéreux. À ce moment-là, c'est l'information que découvriront les gens lorsqu'ils se connecteront sur le Wi-Fi de l'autre. Alternativement, je reste ici 2 heures et aujourd'hui, j'ai décidé de partager mes gigas à raison de 3 gigas par exemple et je vais les partager à titre gratuit. Et c'est une information que les dotés verront également. Et alors, je vais Voilà. enchaîner un peu sur le contexte de la collaboration entre Ginkgo 21 et Dot Dot. Donc, comme l'expliquait Christophe, actuellement, la majorité des abonnements sont des abonnements de type 100 gigas et sur le marché, il y avait un certain manque de petits abonnements. Donc, il y a eu tout de suite un engagement social au niveau de DOT pour l'inclusion numérique et le partage de gigas de données Internet. De là, DotDot s'est intéressé notamment à compléter le côté social par le côté environnemental en définissant une ambition environnementale. Et c'est là où Ginkgo 21 est rentré en contact avec DotDot pour bien définir cette ambition environnementale. Euh, et la collaboration entre DotDot et Ginkgo 21 s'est insérée en fait dans un diagnostic proposé par BPI France. Donc il s'agit d'un diagnostic éco-conception qui permet à la fois d'évaluer l'empreinte environnementale de la solution, donc là, ici, le service numérique proposé par DotDot, et puis ensuite, via un atelier d'idéation, d'identifier des pistes d'éco-conception qui vont pouvoir être mis en œuvre par la suite au niveau du service numérique. Donc voilà, il y avait au niveau de la collaboration un certain nombre d'objectifs qui ont été partagés, qui étaient de réduire l'impact environnemental de la solution de DotDot, identifier et prioriser des actions en termes de pistes d'éco-conception. Tout cela pour valoriser une cohérence à la fois entre l'engagement social de DotDot et l'engagement environnemental. Euh, donc maintenant, avant de parler de la méthodologie de l'analyse de cycle de vie et de comment on a évalué l'empreinte environnementale du service numérique DotDot, en quelques chiffres, on va vous présenter un peu le contexte environnemental du numérique à l'instant T. Donc, à savoir que le numérique, dans son ensemble, a toujours donné une impression d'immatérialité. L'immatérialité, c'était un peu un message qui a été véhiculé depuis quelques décennies au niveau du numérique, mais il faut savoir que le numérique repose sur une chaîne matérielle qui est assez lourde. Alors, tout ce que l'on voit aujourd'hui dans le numérique, ce sont des services qui sont rapides, légers et dématérialisés, qui pour nous, en tant qu'utilisateurs, euh, s'identifient par des clics, des emails, du streaming. Et en fait, il y a tout ce que l'on ne voit pas. Et tout ce que l'on ne voit pas, ça va être justement cette chaîne matérielle lourde qui va constituer l'ensemble des infrastructures du numérique. Et pour vous donner un peu une idée de l'impact de ces infrastructures, il y a un indicateur qui s'appelle le MIPS, et le MIPS, en fait, permet de révéler la quantité de matières premières mobilisées pour produire un objet. Et aujourd'hui, à savoir que pour produire un smartphone, euh, c'est-à-dire que pour produire 1 kilo de smartphone, il va falloir 1200 fois plus de matière au total. Donc, pour un smartphone, il faudra 180 kilos de matière pour produire un smartphone de 150 grammes, par exemple. Et cette quantité pour 1 kilo de smartphone, donc il faut 1200 fois plus de matière, ça vient du fait qu'il faut c'est toutes les matières qui vont être mobilisées pour construire le système extractif au niveau des matières premières
et puis ensuite, ainsi de suite sur toute la chaîne de fabrication. Et on voit également au niveau de cet indicateur que pour les circuits intégrés, on passe carrément sur un facteur 16 000. Euh, donc pour produire 32 kilos, pour produire un composant, un circuit intégré de 2 grammes, il va falloir 32 kilos de matière. Donc ça permet de voir qu'au niveau de l'électronique, dès qu'il y a une densification en termes de semi-conducteurs, c'est ça qui va concentrer l'ensemble des impacts environnementaux. Et enfin, pour bien comprendre, face à ce constat, donc aujourd'hui, au niveau des... Donc l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, indique aujourd'hui qu'en France, à l'échelle nationale, donc l'empreinte carbone du numérique représente 4,4% de l'empreinte globale. Et aujourd'hui, le numérique en France concentre 11% de la consommation électrique nationale. Euh, donc voilà, le numérique n'est pas immatériel et il déplace ses impacts dans tout ce qu'on ne voit pas au niveau des infrastructures. Euh, et, et à savoir que le numérique est en pleine expansion. Donc aujourd'hui, on a connu, donc, il y a eu toute la vague des ordinateurs, des infrastructures numériques, qui ensuite a vu l'Internet arriver, donc via l'Internet, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la troisième vague, on va vers du tout connecté, notamment avec l'Internet des choses. Et aujourd'hui, on est sur 20 milliards d'objets connectés. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accélérateurs au niveau des impacts environnementaux du numérique. Ces accélérateurs, bah, on les connaît bien. Il y a en ce moment l'essor de l'intelligence artificielle. Il y a la multiplication des équipements, notamment bah, par tous ces objets connectés. Il y a l'explosion des données où on constate une courbe exponentielle au niveau de la volumétrie des données au niveau du numérique et toujours un besoin toujours constant en hausse au niveau du calcul des processeurs des ordinateurs. Euh, et tout ça, le message ici, c'est que sans maîtrise, d'après l'ADEME, l'empreinte environnementale pourrait tripler entre 2020 et 2050, d'où l'idée, l'enjeu de concevoir des systèmes numériques qui soient sobres et ne pas numériser davantage lorsqu'il n'y a pas lieu d'être. Donc voilà, c'était un- le contexte aujourd'hui du numérique. Et là, on va passer à l'analyse de cycle de vie du service numérique d'Odot. Donc là, on a effectué la mesure environnementale du service numérique et on l'a fait par une méthodologie qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est la méthode d'évaluation environnementale de référence en France et partout dans le monde qui permet d'évaluer les impacts environnementaux soit d'un produit, soit d'un service. Et c'est une méthode en fait qui va reposer sur deux fondamentaux. D'abord le multi-étape où on va s'intéresser aux différentes étapes du cycle de vie. Donc de la conception du service numérique jusqu'à la maintenance et la fin de vie de ce dernier. Et à savoir, le deuxième fondamental, c'est le côté multicritère. En analyse de cycle de vie, on ne va pas venir s'intéresser que au changement climatique, mais on va venir s'intéresser à tout un tas d'indicateurs environnementaux, comme par exemple l'épuisement des ressources minérales qui représentent bien le secteur du numérique. Donc, comment est-ce qu'on a mené l'analyse de cycle de vie? Donc déjà, on a défini le périmètre de l'étude au niveau du service .dot, on va pouvoir le voir après. Dans un deuxième temps, il nous a fallu créer un inventaire de données. Donc avec Christophe, nous avons mené une collecte de données pour voir tous les éléments en jeu dans le service de .dot. Ensuite, à partir de ces données-là, nous sommes allés chercher dans des bases de données les impacts environnementaux via des bases de données et des outils particuliers. Donc là, c'est une analyse de cycle de vie qui a été menée via l'outil CIMAPRO
sous lequel on a mené la modélisation, notamment avec des bases de données complémentaires propres au numérique, comme Negaoctet par exemple. Dans un quatrième temps, suite à la modélisation, on a interprété l'ensemble des impacts afin d'aboutir à une présentation des résultats que on va vous montrer après. Et puis dans un dernier temps, voilà, il y avait tous les livrables et conclusions de l'étude que l'on va vous présenter. Donc la méthodologie de l'ACV va reposer en fait. Donc là, on est dans un contexte spécifique au numérique. Pour mener cette analyse de cycle de vie, nous avons utilisé des référentiels qui sont fournis par l'ADEME. Alors d'abord, un référentiel qu'on appelle référentiel MER, qui est le référentiel méthodologique d'évaluation environnementale des services numériques. Et parce qu'il y a un certain nombre de catégories de produits, nous avons utilisé un référentiel FI sur l'évaluation environnementale donc des FAI, de tout ce qui concerne la fourniture d'accès à Internet. Donc cette étude a été cadrée par ces deux référentiels. Propre aux services numériques, ces référentiels orientent sur une méthodologie qui est basée sur ce qu'on appelle l'architecture des trois tiers. Et en fait, on va venir distinguer trois grandes catégories au niveau de toute l'infrastructure du numérique. Donc d'abord le tiers 1 qui concerne les équipements utilisateurs, donc tout ce qui est les terminaux, et on le verra notamment les smartphones qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux services de DotDot. Euh, le deuxième grande catégorie, le tiers 2, ce sont le réseau, donc toutes les données qui vont transiter par le réseau GSM, 4G, 5G dans le cas de DotDot. Et enfin, parce que DotDot doit gérer ses utilisateurs, il y a aussi le dernier tiers qui concerne les centres de données, donc avec tous les services qui sont stockés dans des data centers. Donc, les résultats d'ACV vont vous être présentés par rapport à ces trois tiers-là. Ensuite, au niveau de la méthodologie de l'ACV, ce qui est propre à l'ACV, c'est on présente toujours des résultats d'impact par rapport à une fonction, par rapport à un service qui va être rendu par le produit ou le service. Et ici, dans le cadre de DotDot, l'unité fonctionnelle, donc l'unité fonctionnelle, c'est le nom de euh, ce sur quoi on va présenter les impacts. Et là, ici, il s'agit donc d'accéder à Internet sur réseau mobile pour une consommation de 1 gigaoctet pendant un mois. Donc ça, il faut garder en tête que, je le redirai, les impacts vont être présentés par rapport à cette unité fonctionnelle-là. Et enfin, le périmètre qui a été couvert pendant cette étude, donc il y a eu la fabrication, la distribution, l'utilisation via la consommation électrique et la fin de vie des équipements. Certaines choses étaient hors du périmètre, comme par exemple la conception et l'administration du service, parce qu'on savait à l'avance que, de par l'état de l'art de la bibliographie, c'était des étapes qui n'avaient pas, qui avaient des impacts négligeables. À noter toutefois, par exemple, pour l'installation et la maintenance, ces dernières ont été pris en compte au niveau du réseau, car les impacts sont importants à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'on a mené la CV au niveau notamment de la collecte des données? Donc, on s'est concentré donc sur ces fameux trois tiers. Et ici, on a un schéma fonctionnel, donc recommandé par le référentiel de l'ADEME, euh, qui va inventorier tous les équipements en jeu. Donc, par rapport au service qu'avait présenté Christophe, donc, on retrouve nos terminaux utilisateurs, donc le doteur qui va partager ses gigas Internet, donc lui a son smartphone et le fameux boîtier DOT qui permet de partager ses gigas d'accès Internet et qui est partagé au doté qui lui aura un smartphone. Et on va retrouver au niveau du réseau de télécommunications toute l'infrastructure télécom française. Pour la modélisation de celle-ci, nous nous sommes basés sur l'étude ADEME-ARCEP 2024 qui a modélisé l'ensemble des impacts environnementaux
du réseau de télécommunications dans le cadre d'une connexion mobile. Et enfin, le dernier tiers, les services informatiques au niveau du centre de données, où on va retrouver notamment le service Dot, qui est un service de type Amazon Web Service. En complément de ce schéma fonctionnel, donc les référentiels ADEME euh, indiquent d'effectuer ce qu'on appelle un diagramme de flux de données. Donc ce diagramme de flux de données, il indique l'articulation et l'usage de chacun des équipements au niveau du parcours utilisateur. Et en fait, l'intérêt, ça va être de tracer la donnée, suivre les octets tout au long du service numérique .dot, les données qui vont parcourir les trois tiers. Et en fait, cela va nous permettre de vérifier que l'on n'a oublié aucun équipement. Et ça va permettre de vérifier précisément à quel moment rentrent en jeu les différents éléments. Euh, et maintenant, on va pouvoir vous présenter l'impact global du service .dot. Donc ici, nous avons les résultats qui sont présentés selon les trois tiers. Donc en vert, vous avez le réseau, en bleu les terminaux et en rouge les centres de données. Ici, nous avons 6 colonnes et en fait, les colonnes représentent différents indicateurs environnementaux. Donc nous avons le changement climatique qui est tout à gauche, ensuite l'épuisement des ressources minérales et ainsi de suite. Donc là, en fait, il y a 6 indicateurs qui sont présentés. Alors pourquoi ces 6-là? Parce qu'en fait, il s'agit des 6 indicateurs les plus pertinents, propres à l'électronique et au numérique, et qui sont conseillés par le référentiel ADEME. Et qu'est-ce que nous montrent ces résultats? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le centre de données, on a un impact négligeable au niveau du service .dot. Donc, .dot utilise je l'ai dit, le service Amazon Web Service, qui est sur des centres de données qui sont sur un serveur qui est mutualisé, et notamment le service .dot n'est pas très gourmand. Donc, en fait, ici, on peut voir que le tiers 3 des centres de données est négligeable. Ensuite, on voit que les deux tiers les plus importants, donc nous avons les terminaux, qui va concentrer majoritairement les smartphones. Alors, on avait dedans, il y a aussi le boîtier DOT, mais ce dernier reste négligeable à l'échelle des deux smartphones. Et enfin, le réseau mobile qui va concentrer également une bonne partie des impacts, notamment sur les radiations ionisantes. Donc ça, c'est lié au fait que le périmètre est français et que le mix énergétique français est du nucléaire. Les impacts du réseau qu'on va retrouver également au niveau de l'épuisement des ressources fossiles. euh, voilà, par rapport à toutes les infrastructures. Euh, et on a aussi quantifié, donc là en absolu, tout en bas à gauche, on a une valeur absolue pour le changement climatique qui est de 0,28 kg de CO2 équivalent. Et ce dernier se rapporte à l'unité fonctionnelle que l'on avait eue. Donc c'est-à-dire que pour accéder à 1 giga de données sur réseau mobile via le service .dot sur un mois, donc ça va concentrer 0,28 kg de CO2 équivalent. Pour finir sur ce chapitre sur l'ACV, donc les conclusions sont que les impacts environnementaux du service .dot proviennent à la fois des terminaux et du réseau. Donc sur les terminaux, c'est majoritairement les smartphones. Euh, Parce que au niveau du service .dot, on rajoute un boîtier DOT, on a voulu vérifier que celui-ci, l'impact de ce dernier, et on a pu voir par rapport au peu de composants électroniques qu'il y a, que ce dernier était négligeable par rapport au smartphone. Les centres de données ont un impact environnemental marginal. Et enfin, le réseau mobile a un impact significatif sur, on l'a vu, deux indicateurs qui sont les ressources fossiles et les radiations ionisantes. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au dernier chapitre concernant les lignes directrices et pistes d'éco-conception pour .dot.
Donc, on a pu éliminer un peu le tiers sur les centres de données. Donc, les lignes directrices vont venir se rapporter à la fois au réseau. Et on va le voir, le réseau, c'est là où, au niveau dot, il y aura le plus de levier, de marge de manœuvre. Et puis, dans une moindre mesure, il y a moins de marge de manœuvre pour dot, mais on va aussi pouvoir venir s'intéresser aux terminaux. Et pour commencer sur la ligne directrice, Christophe, je vais pouvoir te laisser parler sur la ligne directrice qui va plus venir concerner là, on peut agir sur le réseau, en fait. Merci Marc. Oui, ce qui nous est apparu finalement après la réalisation de cette étude d'ACV, c'était le poids du réseau. Et en fait, on a d'abord, avant d'essayer d'innover par rapport à ça, on a creusé un petit peu finalement ce que ça représentait, ce réseau, lorsqu'on décidait d'étendre l'accès à Internet. Donc vous pouvez imaginer une zone périurbaine qui devient une zone urbaine à mesure qu'une ville s'étend. Vous pouvez imaginer une zone rurale dans laquelle, à un moment donné, la question du nombre d'utilisateurs autour d'une antenne va subitement augmenter. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est limitant dans l'accès Internet mobile, ça n'est pas le cœur de réseau. Donc, un réseau mobile, c'est un réseau d'accès qu'on appelle le RAN, Radio Access Network, avec les fameuses antennes qu'on connaît tous. Un réseau qu'on appelle le backhaul, que vous voyez en bas du slide. Et puis derrière, vous avez un cœur de réseau qui est en fait celui qui fixe la capacité. Et ce cœur de réseau, en général, il a été surdimensionné au départ parce qu'on ne va pas faire des travaux tous les 4 matins sur le dimensionnement du réseau à un endroit donné. Et donc, ce sont des serveurs qui sont stockés dans différents endroits en France à des niveaux régionaux, par exemple. Et si on peut utiliser un vocabulaire, je dirais, un peu simpliste, le nombre de places assises sur les RAM est limité. Donc, que ce soit sur un réseau 4G ou 5G, vous n'avez pas forcément le même nombre de places. Mais mettons par exemple que vous avez une antenne RAM sur laquelle vous pouvez avoir 1000 utilisateurs simultanés et que vous avez un besoin de faire passer ça à 2000 utilisateurs, eh bien, en fait, la solution traditionnelle, ça va consister à augmenter la capacité sur le RAM, donc faire un certain nombre d'investissements qui sont d'abord des investissements importants au niveau financier, donc du CAPEX. Mais ce qui nous a occupé ici, ce n'était pas tellement l'aspect financier, c'était vraiment l'aspect environnemental. Donc, comme on sait qu'aujourd'hui, le RAN concentre l'empreinte climatique du réseau, on s'attend aussi à ce que finalement le déploiement plus important de réseaux dans certaines zones soit aussi associé finalement à une augmentation majeure de ce qui va concerner l'empreinte globale. Et ce dont on s'est rendu compte en regardant un petit peu notre service de DOT, c'est que vous avez un DOT qui est connecté à un téléphone. Ce téléphone prend une place sur l'antenne RAM, mais derrière, sur ce DOT, vous pouvez avoir de multiples dotés qui vont venir se connecter, qui eux vont n'utiliser en quelque sorte qu'un seul des sièges de l'antenne RAM. Vous avez en quelque sorte démultiplié l'accès avec l'infrastructure existante. Et alors évidemment, il est possible que ça puisse occasionner, suivant la demande des dotés qui sont connectés, un surcroît de débit, mais comme on part du principe que le cœur de réseau, qui est celui qui assure le débit, n'est pas limitant dans l'infrastructure actuelle, mais que c'est bel et bien le réseau, le RAN qui est limitant, en fait, on doit pouvoir arriver finalement à augmenter l'accès à Internet pour un nombre de personnes plus important, sans forcément avoir, au moins pendant un temps, à changer l'infrastructure du réseau correspondant. Donc, c'est cette proposition de valeur qui nous est apparue pour DotDot, c'est comment on peut finalement faire le levier d'une infrastructure existante et la démultiplier en bout de ligne pour pouvoir, avec des ressources équivalentes, donner un accès à Internet à un nombre de personnes plus important et en ne sollicitant finalement que parmi les 3 tiers dont parlait Marc, des tiers dont l'impact environnemental lui-même n'est pas la composante majeure aujourd'hui dans le déploiement du réseau mobile. Et du coup, donc, suite à cette proposition de valeur et axée sur le réseau, ce qu'on a effectué au niveau de Ginkgo 21 sur la fin du projet, donc ça a été de vérifier par l'analyse de cycle de vie si le service dot pouvait bien répondre euh, à ce bénéfice environnemental au niveau d'une extension du réseau. Alors, à savoir, ici, on a pu, notamment toujours en se basant sur l'étude ADEME-ARCEP,
de l'évaluation de l'empreinte environnementale de la fourniture d'accès Internet en France. On a pu voir, donc c'est bien le RAN qui représente le plus d'impact au niveau des différents équipements du réseau. Et au niveau de Dot, on a pu mener une analyse où on s'est posé sur un cas où si on étend le réseau, l'accès Internet mobile pour 1000 utilisateurs supplémentaires dans une zone urbaine, euh, ici, on peut voir la différence entre, on a quantifié ce qu'il fallait en termes d'équipement de réseau d'accès radio pour 1000 personnes, comparé à un nombre de dots qui permettrait d'accéder au réseau mobile via le service dot dot. Et là, on peut voir donc l'impact global, la différence, le bénéfice environnemental sur le périmètre réseau et là en termes de fabrication. Euh, alors, du coup, suite à l'analyse de cycle de vie, il y a eu deux lignes directrices. Donc, celle dont Christophe vient de parler, donc sur le réseau. Donc, on a formalisé ça suite au premier résultat de l'analyse de cycle de vie du service dot sur comment inscrire dot dans une logique de sobriété réseau où on ne vient pas accroître l'infrastructure actuelle, même si le nombre d'utilisateurs augmente. Donc le constat réseau, donc Christophe l'a évoqué. Nous, au niveau de Jinko, voilà, on s'est posé avec dot pour essayer de trouver un certain nombre d'éco-innovations. Alors, il en résulte un certain nombre de leviers donc, qui sont listés ici, notamment la possibilité de pouvoir utiliser les réseaux maillés que pourrait permettre le boîtier dot. Euh, L'idée, ce serait de démultiplier les usages sans multiplier tout ce qui est infrastructure RAN, euh, voilà, et toujours dans une optique de mutualiser les capacités existantes et déjà installées au niveau des antennes GSM. L'idée, c'était en levier, voilà, de réduire les pics de charge radio, donc bien s'appuyer sur les infrastructures existantes, essayer de donner également la priorité au Wi-Fi local et toujours, de par le partage des abonnements des utilisateurs, toujours inciter à la sobriété au niveau des usagers en encourageant les petits forfaits. Et les effets attendus sont une croissance des usages sans accroissement d'infrastructures euh, au niveau réseau et puis une contribution directe à la sobriété réseau. Oui, Christophe? Oui, je voulais rajouter deux choses, c'est que ces boîtiers, donc ça nous engage dans une direction d'innovation par rapport aux produits qu'on a fait initialement, qui était un petit répéteur Wi-Fi, mais dont la source d'accès Internet était un téléphone. Première direction, c'est le fait de pouvoir arriver à intégrer un accès 5G directement dans notre boîtier pour pouvoir arriver à réduire finalement l'impact sur la fabrication et le fait qu'on n'ait pas forcément besoin d'un téléphone au moins d'un côté, celui du doteur, mais que ce boîtier ait certaines capacités que n'a pas, par exemple, un hub 4G ou 5G ou une clé 4G, 5G traditionnelle. C'est cette capacité de maillage de manière à faire derrière la démultiplication du signal qui a pu être reçu. Ça, ce type d'appareil qui fait à la fois routeur, c'est-à-dire clé 5G, et qui est en même temps capable de s'auto-mailler avec un certain nombre de produits, ça, ce sont des produits qui n'existaient pas aujourd'hui et qu'on est en train de finir de développer. Concrètement, ça veut dire que ces boîtiers, soit ils appartiennent à des particuliers et à ce moment-là, reste à trouver quel peut être l'incentive pour des particuliers de contribuer au déploiement du réseau. Celui qu'on a trouvé pour l'instant, c'était la motivation pécuniaire qui leur permettait d'amortir le cas échéant leur abonnement mobile. L'autre direction, c'est de motiver finalement des municipalités qui peuvent à ce moment-là déployer des réseaux sur certaines zones urbaines, comme ils souhaitent le faire à certains endroits, et de pouvoir eux-mêmes installer en fixe dans le village ou dans la ville un accès à Internet, mais qui ne sera pas
comment dire, motivés par l'installation une nouvelle antenne 5G ou de plusieurs antennes RAN qui seraient d'un coût très supérieur et avec un CAPEX et un amortissement plus lourd à récupérer. Donc voilà à peu près les deux directions d'innovation que ça a occasionné et qui sont clairement des héritages de l'analyse d'ACV, pour savoir finalement sur lequel des trois tiers on a des degrés de liberté pour pouvoir arriver à libérer celui des trois tiers qui aujourd'hui a l'impact le plus lourd. Mm. Et finalement, a plus d'impact, a plus de marge de manœuvre sur cette ligne directrice-là, qui est le réseau. Et la deuxième, mais là je vais pas trop la détailler pour garder un peu de temps pour les questions, on a vu que les impacts venaient aussi principalement des smartphones. Donc l'idée c'était aussi de conseiller DotDot pour s'insérer dans dans une, pour encourager un peu la compatibilité avec les smartphones anciens et notamment en éco-concevant l'application de DotDot. Euh, Juste pour finir, donc ici, on visualise le positionnement de DotDot donc sur les pistes qui ont été d'éco-conception, qui ont été actées par DotDot. Et puis, donc, il reste quelques minutes. Donc, peut-être, Christophe, juste un bref mot là, sur cette slide-là, puis après, on pourra faire juste quelques questions pour finir. Voilà. Et ça reprend les éléments que j'indiquais précédemment, c'est-à-dire que le maillage, d'une part, donc le fait d'arriver finalement à répéter ce bénéfice qui consiste à dire que plusieurs dotés peuvent venir s'accrocher sur un dot, donc en fait on perpétue la logique. Il faut savoir que quand on construit un réseau maillé, à chaque fois qu'on maille un petit peu plus loin, on perd en termes de débit. Donc ça nous amène non pas seulement à étendre les choses comme ça et puis tout se passe normalement, c'est que ça nous amène aussi à retravailler le logiciel embarqué de façon à optimiser justement le débit. On veut pouvoir arriver à faire plusieurs rangs de répétitions dans les réseaux maillés, mais on veut garder des débits qui sont des débits permettant d'avoir un certain nombre d'accès à un certain nombre de services. Donc ça restera jamais un débit type fibre à quelques centaines de mégabits par seconde, mais disons qu'aujourd'hui, on arrive à sécuriser des débits qui sont entre 20 et 25 mégabits par seconde. Pour mémoire, à 3 mégabits par seconde, vous regardez une vidéo en YouTube et à 7 mégabits par seconde, vous regardez du Netflix en HD. Bon, ni l'un ni l'autre ne sont des objectifs dans la vie, mais c'est juste arriver à montrer à peu près finalement quels peuvent être les besoins qui sont associés. Et lorsque l'on est sur de la navigation standard, des emails ou autres, on est sur des débits qui sont beaucoup plus faibles. Donc on est vraiment sur la promotion d'un accès à Internet qui permet d'avoir des services de base tout à fait corrects et de les étendre jusqu'à une certaine distance géographique de l'antenne RAN d'origine. Le fait d'introduire une carte SIM ou une carte eSIM à l'intérieur du boîtier nous permet finalement d'avoir un appareil qui va avoir une empreinte en termes de fabrication et de cycle de vie qui va être inférieure à la somme du téléphone plus l'ancien dot d'origine. Et c'est notre piste favorite actuellement. Merci Marc. Euh, je propose de terminer avec des questions sur les... Alors, il est déjà 44, mais voilà, nous, on est encore à disposition avec Christophe là sur le temps qui reste et les prochaines minutes pour échanger avec vous. Euh, alors, j'essaie de voir dans la conversation. Alors, hop. Alors, je vois quelle est la part d'amortissement des smartphones retenue dans l'impact du service Dot Dot. Donc, du coup, les smartphones, les, euh, donc la part d'amortissement, en fait, on a pris, il faut savoir alors ça c'est une très bonne question. En fait, on a ramené la durée de vie d'un smartphone à un mois, qui correspond à l'unité fonctionnelle retenue pour l'analyse de cycle de vie. C'est posé la question de quelle méthodologie aborder et on a pris le choix en fait
au moment de l'étude ADEME-ARCEP, la consommation moyenne en gigas d'un utilisateur était de 12 gigas. Donc en fait, on a fait l'amortissement par rapport à ces gigas. Donc en fait, on a divisé on a ramené à un mois par rapport à l'unité fonctionnelle, par rapport à la durée de vie du téléphone, et on a ramené à un douzième du smartphone par mois par rapport à euh, voilà, la consommation totale. C'est un des choix qui est critiquable, mais qu'on a opté. J'ai une autre question, Joël. J'imagine l'essentiel des 87% du tiers 1. Euh, alors, peut-être c'est complété. Ah, alors c'était peut-être pas une question. Alors, je vois une autre question. Comment avez-vous modélisé et décomposé la partie réseau? Avez-vous seulement pris en compte l'électricité ou d'autres flux entrants, sortants? Donc sur la partie réseau, en fait, on est parti principalement de l'étude ADEME-ARCEP de 2024 qui a modélisé l'impact des réseaux à l'échelle nationale. Euh, et ça concernait donc là toutes les étapes du cycle de vie. Dans cette étude-là, on a pris en compte la fabrication des équipements, l'installation, la maintenance jusqu'à la fin de vie des équipements et bien entendu l'usage avec un mix électrique français. Donc il y a eu, oui, l'électricité prise en compte pour l'usage, mais pas que. Tous les autres flux entrants, sortants liés aux différentes étapes du cycle de vie ont été pris en compte. Je vois sur le graphe, répartition des impacts du réseau mobile, quelle est l'unité fonctionnelle étudiée? Euh, sur la Ah, alors celui-là, ça devait être le deuxième graphique, et donc il s'agissait uniquement de la fabrication des équipements. Alors, une autre question, l'étude et l'ACV, dans ce cas d'usage, n'était pas tant de réduire les impacts du service .NOT, mais plutôt de démontrer l'intérêt de cette approche pour des opérateurs. C'est bien ça. Euh, peut-être, Christophe, je peux vous laisser répondre là-dessus. L'étude et l'ACV, dans ce cas d'usage, n'était pas tant de réduire les impacts du service .NOT, mais plutôt de démontrer l'intérêt de cette approche pour des opérateurs. Euh, Alors, je pense que les deux étaient importants hmm, pour nous. oui. Il y avait d'une part de savoir où on en était. Je pense on a passé l'époque où on était capable de, entre guillemets, mettre un bout de plastique sur le marché sans se préoccuper de où ça venait et quel pouvait être l'impact correspondant. C'est important de le savoir et de savoir où porter les efforts. Après, c'est vrai que c'est aussi une manière d'arriver à démontrer que, rappelez-vous, c'est une innovation qui est d'abord une innovation solidarité, une innovation sociale. Mais en fait, l'étude d'ACV, elle nous a fait découvrir des pistes d'innovation et cette notion qui est qu'on partage non seulement des gigas, mais finalement des ressources et donc une partie de l'empreinte carbone qui peut être associée au déploiement de réseau. Donc ça intéresse à la fois des opérateurs et aussi toute forme de ce que j'ai indiqué des militants de la réduction de l'impact numérique. Aujourd'hui, on est en contact avec certaines municipalités pour lesquelles c'est une composante qui est importante pour eux parce qu'ils décident à un moment donné de faire de l'extension réseau pour finalement l'octroi de services publics ou de choses comme ça, par exemple dans les caisses d'allocation familiale. Et pour eux, c'est un élément extrêmement important de savoir qu'ils vont pouvoir le faire en ayant une empreinte carbone qui est finalement maîtrisée par rapport aux standards de ce qui se pratique. Alors, je vois une autre question. Combien de CO2 pour un boîtier dot? Donc, un boîtier dot, c'est 2 kilos de CO2, ce qui est bien inférieur. Ah, bah oui, Christophe, je vous l'ai mis. Euh, je vois qu'il est 50 et il y a encore beaucoup de questions.
Peut-être le mieux, ce serait je revienne directement, on pourra revenir directement auprès des personnes pour répondre aux questions par email, car je vois qu'il est déjà 50 et je pense que ce sera, voilà, pour respecter les délais, on va commencer à libérer. Merci Euh, Marc, en tous les cas. Merci à tous. Merci à tous. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a un prochain webinaire que organise Ginkgo sur un retour d'expérience de Vinci Énergie sur les infrastructures électriques, donc le 25 juin. Et puis, voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on reviendra vers vous pour les différentes questions, et notamment support et replay. Merci à tous.